Cette chronique, une présentation des services financiers Fontaine-Picard de Montmagny, Lévis et Québec. Les services financiers Fontaine-Picard, une équipe de confiance pour vous accompagner dans chacune de vos décisions financières. 248-2404. cmatv.ca. Vous savez, quand on parle de placement, quand on parle d'assurance, vous savez, il y a un jour, il y a une date qui est marquée quelque part. On va tous y passer. Oui. C'est la mort. La mort, oui. Inévitable. C'est inévitable. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien? Frédéric Picard de Fontaine-Picard. En forme? Ah, toujours. Oui. Bon. Et là, il faut parler de décès aujourd'hui. Vous parlez de décès, oui, c'est ça. Normalement, Ça fait partie de la réalité, hein? Parce qu'on a une fin de vie, tout le monde. Il y a une date qui est marquée quelque part. Malheureusement, on ne connaît pas la date. Ben, malheureusement ou heureusement, c'est peut-être mieux de ne pas le savoir. Donc, comment éviter l'impôt au décès? Oui. La première question qu'on se pose ce matin. D'ici à la journée que le décès arrive, on serait mieux de planifier, profiter du fait qu'on est en santé pour avoir un bon plan. Alors, en matière de décès, l'impôt au Canada, je dirais que généralement favorable. Je crois qu'aux États-Unis, je ne connais pas très bien aux États-Unis comment ça se passe, mais je crois qu'il y a plus d'impôts qui est à payer quand on décède aux États-Unis. Au Canada, c'est relativement favorable. Il y a des choses qui sont imposables, il y a des choses qui ne le sont pas. Comme choses qui ne sont pas imposables, le nouveau régime qui est le CELI, ça fait partie des choses qui ne sont pas imposables au décès. Il y a des choses qui ne sont pas imposables sur la Terre? Oui. OK. Oui, je suis content de l'apprendre. Le CELI, c'est pas imposable. Par contre, il faut se rappeler que quand on cotise un CELI, on le cotise avec de l'argent qui a déjà été imposé, mais le futur n'est pas imposable. Alors, le CELI, ce qui est intéressant en matière de décès, ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'un CELI peut être transféré à son conjoint. Prenons un exemple. Présentement, le maximum qu'on peut avoir dans un CELI, c'est 36 500. Si on a fait passablement de rendement, pour être facilement rendu à 40 000, 45 000. Si on roule à notre conjoint, exemple, conjointe, un des deux décède, un avait un CELI de 45 000, l'autre avait 45 000 de CELI aussi. La personne qui n'est pas décédée, qui hérite du CELI de son conjoint, peut se retrouver avec 90 000 dans son CELI. Non imposable. Non imposable. Alors, c'est un droit qui aurait été perdu. Si le conjoint s'était dit « Ah, CELI, je suis trop vieux pour ça, j'en veux pas, je paye juste un petit peu d'impôts. » Il est passé à côté du fait qu'elle pourrait rouler son CELI, son droit de CELI, et puis que sa conjointe pourrait en profiter de son vivant. Alors, c'est vraiment une belle opportunité de saisir, de s'assurer qu'au décès d'un ou l'autre, si possible, les deux CELI sont maximisés, sont utilisés au maximum, ne sont pas imposables, donc rouler son droit vers son conjoint. Mais est-ce que ça se peut, Frédéric, qu'il y ait des choses plus imposables que non imposables? Oui, bien, il y en a. Il y en a qui sont... On va finir la liste de ceux qui ne sont pas imposables, mais après ça, on passera à ceux-là qui sont imposables, parce que... Parce qu'il y en a beaucoup. En fait, oui, il y en a. La pile, là, tu as une feuille pour... L'assurance vie, c'est pas imposable. C'est un beau moyen. L'assurance vie, ce qui est le fun de ça, c'est que ça va être souvent payable rapidement si on désigne des bénéficiaires. Fait que si il arrive un décès, le conjoint a décidé sa conjointe comme bénéficiaire, à ce moment-là, la conjointe va pouvoir entamer le processus de réclamer à l'assurance vie, à l'assureur, le montant d'assurance vie, puis ce montant-là va être payé généralement assez rapidement. Ça peut être en dedans d'un mois que c'est réglé, fait que ça peut être très utile quand on arrive pour régler les frais funéraires, les choses qui arrivent rapidement, les dettes du défunt, parce qu'on sait que son compte est gelé. Fait qu'un montant d'assurance vie, normalement, ça peut aider le conjoint ou la conjointe à régler rapidement ces factures-là. Puis le produit d'assurance vie, peu importe le montant, n'est pas imposable. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une autre chose qui n'est pas imposable. Et ça, ce que je comprends, c'est que, exemple, une assurance vie de 100 000 est transférée à la succession, à la conjointe, parlons d'un couple, là, à la conjointe, mais le 100 000, elle va le placer, là, ça devient imposable. Ce qui va être imposable, ce ne sera pas le 100 000, ça va être l'intérêt qu'elle va faire sur son 100 000. Oui. Exactement. Okay, le capital de 100 000, celui-là, il est non imposable. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas garder 100 000 dans ses poches, il faut le mettre à quelque part. Donc, l'intérêt du 100 000 devient imposable. Oui, exactement. Mais la conjointe qui retire le 100 000 du défunt, il n'y a pas d'impôt qui est... Il n'y a pas d'impôt. Ça s'en sert pour régler des dettes, des paiements, tout ça. Il n'aura pas d'impôt à payer sur ce 100 000-là. OK. Dernière chose qui n'est pas imposable, c'est
normalement la résidence principale, la résidence qu'on occupe. Normalement, si on a un chalet, un immeuble à logement, toutes ces choses-là vont être imposables, mais la résidence principale ne sera pas imposable. Puis là, il faut savoir, la plupart des gens ne savent pas, qu'on peut nommer notre résidence principale non imposable, mais on pourrait aussi décider de nommer notre chalet comme résidence principale. Si ça fait longtemps qu'on a acheté un chalet sur le bord de l'eau, dans le temps on n'a pas payé trop cher, puis ça a explosé, les prix, ça vaut extrêmement cher aujourd'hui, plus que notre maison. À ce moment-là, ça pourrait être avantageux de désigner notre chalet comme la résidence des deux qui ne sera pas imposable. Comme la résidence principale. Oui, exactement. C'est important de savoir ça parce que la plupart des gens pensent que oui, notre maison ne sera pas imposable, le gain ne sera pas imposable, mais on peut toujours choisir que ce soit notre chalet, même si ce n'est pas la place qu'on habite principalement, mais on pourrait le choisir. Alors, on a un choix de résidence qui ne sera non imposable. À ce moment-là, c'est avec toi qu'on regarde, à partir du moment où la personne est décédée, mais là, on va te rencontrer, puis on dit, et on fait le bilan un peu de tous les actifs et de quelle façon on procède pour essayer d'en payer le moins possible d'impôts. Bien, c'est le gain de capital qui embarque là-dedans. Là. Oui, c'est ça. Ça devient compliqué. Là. Exactement. On n'est pas des spécialistes de l'impôt ni des notaires, sauf qu'on peut rapidement vous allumer des lumières, là, simplement en regardant votre situation, votre bilan, les assurances que vous avez, les placements, tout ça. Parce que là, si on rentre dans les choses qui sont imposables, bien, tout de suite, en premier, on trouve le REER. Le REER, il faut faire attention, il va être imposable seulement si il n'est pas roulé. Fait que pour faire un roulement en bonne et due forme, bien, il faut le faire auprès de son conjoint ou de sa conjointe. Et puis là, plutôt que la conjointe se retrouver, exemple, la personne a accumulé un REER de 500 000, bien, plutôt que se retrouver dans les revenus du conjoint, de 500 000, puis devenir imposable pratiquement à 50 % puis qu'il en reste juste 250 000, bien, le REER va pouvoir être roulé, si c'est bien fait, au conjoint ou la conjointe. Et puis là, à ce moment-là, cette personne-là va pouvoir décaisser le 500 000 de façon progressive, de façon à payer un taux d'impôt beaucoup moindre, que ce soit 30 40 au lieu de payer 50 d'impôt. Ça coûte moins cher d'impôt sur des tranches que de retirer 500 000 du coup. Oui, exactement. Fait qu'une erreur qu'on pourrait faire, c'est de léguer ses REER à ses enfants, puis donner l'assurance vie à sa conjointe. Ça serait une mauvaise planification. L'idéal serait de dire de rouler les REER à sa conjointe pour qu'elle ne soit pas pleinement imposable tout de suite. Et si on veut laisser un montant, bien, on le laisse par le biais de l'assurance vie aux enfants, que de toute façon, l'assurance vie n'est pas imposable. Fait que encore là, ça prend une bonne planification. Il faut bien s'arrêter, avoir une bonne stratégie. Après ça, une chose qui pourrait être imposable, c'est un immeuble à revenus. Certaines personnes ont acheté un bloc appartement, ont acheté un chalet, ils ont acheté une résidence secondaire, peu importe, ils ont une autre propriété que leur résidence principale. Fait que ça devient, comme on l'a dit tantôt, ça devient imposable. Alors là, il faut faire attention, s'arrêter avec une personne, on peut regarder ça avec vous, mais surtout vous référer à un comptable pour vraiment compter qu'est-ce qui va être l'impôt à payer, puis qu'est-ce que vous allez décider de faire. Dire, le répartir dans la succession, il va y avoir de l'argent qui va être payé, mais il va y avoir des dettes. Fait que ça, il faut bien planifier ça. Ou dire, on va prendre une assurance vie qui va régler cet impôt-là, parce qu'on ne veut pas laisser de l'impôt à payer à notre succession. On veut, dans la plupart des cas, laisser un héritage qui est intéressant pour notre succession. Fait qu'on veut penser à cet impôt-là qui pourrait être payé. La dernière chose qui ne s'applique pas à tout le monde, mais une entreprise. On sait qu'une entreprise peut se qualifier pour une exonération en gain en capital. Puis ça, c'est substantiel. Quelqu'un qui a une petite entreprise, il peut se qualifier ou ne peut pas se qualifier. Puis ça, c'est important parce que c'est 800 000 l'exonération à gain capital. Ça veut dire que le cadeau fiscal peut atteindre 200 000 $. Fait que c'est important de se pencher sur la question. Puis encore aujourd'hui, même des gens qui ont des comptables ou des gens qui ne veulent pas payer trop cher perdent des fois cette exonération à gain capital parce qu'ils ont trop de liquidités ou ils n'ont pas incorporé leur entreprise au bon temps. Alors, c'est important de se pencher sur la question parce que c'est un gros chèque
Et puis, ça peut être frustrant pour le commun des mortels aussi d'entendre ça, parce que l'exonération en gain capital, elle peut s'étendre non seulement à la personne qui est propriétaire de l'entreprise, mais elle peut s'étendre au conjoint, puis elle peut s'étendre aux enfants en créant vraiment une bonne planification. Fait que c'est un avantage fiscal qui est là, peut-être frustrant pour certains, mais les personnes qui sont concernées devraient consulter des spécialistes, devraient nous en parler pour vraiment faire les bonnes stratégies, profiter des bonnes occasions fiscales. Alors, la chronique d'aujourd'hui représente bien le titre de la chronique « Occupons-nous de nos affaires », c'est quoi de le dire, parce que c'est important. Hein? Ouais. Payer de l'impôt, on en paye assez d'impôts. Que quand on est capable, et de prévenir aussi. On le sait, je le disais en début de chronique, on va tous y passer. Donc, aussi bien s'organiser pour payer le moins d'impôts possible et laisser notre conjoint le moins possible dans les problèmes. Tant qu'on est là, tant qu'on est en santé. Fontaine Picard, Frédéric Picard, 248-2404. Frédéric lui-même et ses collègues. Alors, pour tous les conseils, parce qu'il a de bons conseils et il est de bons conseils. Alors, je vous invite à communiquer avec eux. Voilà pour notre chronique pour aujourd'hui. Merci Frédéric. Merci On Michel. se retrouve dans 15 jours.